Bonjour à tous et bienvenue pour cet énième épisode de Tour Zéro. Cette semaine, je suis accompagné de Night Crash à la régie et de messire Croissant. On va parler de trucs que les joueurs d'aggro ne connaissent pas, de temps révolus, mais qui ont tendance à revenir. On va parler de la fin d'une partie, de ces moments où on commence à compter les cartes dans le deck et à se dire comment je gagne maintenant. Mais avant cette délicate discussion, est-ce que ça va, mon cher Croissant? Bah écoute, ça va très bien, ça va super. Et toi? Parfait. Raconte-nous ta semaine. Parfait. Très Bah ma bien. semaine, alors c'est même un peu 2 semaines parce que j'étais pas là la semaine dernière. J'avoue que je pense que j'avais besoin un petit peu d'une petite pause, donc je me suis absenté. J'ai pas encore regardé l'épisode d'ailleurs, terrible, mais j'ai de ce que j'ai pu voir entre notre Discord et YouTube, je crois qu'il a pas mal plu. J'ai vu plusieurs personnes y réagir et tout, donc c'est vraiment super cool. Il a Heu, provoqué des débats, indéniablement. ouais, c'est ça et comme, bah, enfin, on le redit, hein, moi, pas de le dire, mais c'est aussi ça le but quand on a créé ce podcast, c'était d'amener des conversations, dans la communauté aussi et pas juste, d'avoir, des trucs où nous, on dit la vérité vraie ou je ne sais quoi et du coup, c'est super cool, d'autant plus que, bah, enfin, c'est une discussion qui est assez, intéressante en dehors du jeu et Mmh. des mécaniques du jeu en lui-même. Donc j'étais super content que ce soit un sujet qui fonctionne et qui vous a plu. Voilà, voilà. Sinon, du coup, pour, ma semaine ou mes 2 semaines, j'ai fait des armories, j'ai dû jouer Cano, Dab. en CC comme en Blitz, un peu comme d'hab. C'était fun. Je crois que j'en ai gagné 2 cette semaine, parce que j'ai 2 Spider's Bites, donc Mmh. j'ai dû en gagner 2. Voilà. Je crois que j'ai gagné en Demon dans CC aussi. Je crois que j'ai fait 2-1 à un autre Demon. Voilà. Et hier, par contre, du coup, ce lundi, j'ai fait un superbe 1-2 euh, où j'ai été un peu salé. Genre, C'est vrai que j'ai joué c'était un peu Cano. salé. Et en fait, j'ai été un peu salé parce que en ce moment, que ce soit dans la communauté où je joue, dans les locaux où je vais, ou sur Discord de manière plus générale, je trouve qu'il y a pas mal de commentaires que moi personnellement je trouve un petit peu négatifs et un peu dommage vis-à-vis de certains héros et bah on va dire que je le prends personnellement et c'est un peu le cas parce que c'est notamment vis-à-vis de Kano et enfin comme je pense que je suis un joueur maintenant qu'on identifie à Kano Mmh. et je trouve qu'il y a des gens qui se plaignent un peu du manque d'interaction de Kano ou de choses et ça commence à me pas me frustrer mais bah, je trouve ça dommage parce que je pense globalement que c'est plus un manque de connaissances sur le personnage et sur les match-ups du personnage, sur comment jouer contre, et cetera, qu'un problème avec le deck en lui-même. Bien que par ailleurs il soit broken en blitz, hein, je le dis et je continuerai à le dire, mais c'est 2 choses différentes. Le power level du deck et son niveau d'interaction est différent. Et pour moi, Kano, ça fait partie des decks qui sont le plus interactifs avec l'adversaire, c'est juste que ça interagit sur un spectrum qui est différent de ce que les joueurs ont l'habitude d'avoir. Et du coup, je peux comprendre que quand on ne connaisse pas le perso, ce soit pas forcément le plus simple à appréhender et qu'on ait l'impression de mourir sur notre propre tour sans rien pouvoir y faire. Ce qui, honnêtement, des fois va être le cas, mais plein de fois ne va pas l'être. Et je pense que, bah, enfin, j'aimerais bien que la communauté peut-être essaye, que ce soit pour Kano ou pour d'autres decks, de faire l'effort peut-être un peu de comprendre, de jouer parfois le deck en se le faisant prêter. Par exemple, moi, je peux prêter Kano à n'importe qui veut le jouer, parce que j'ai entendu plein de gens, depuis qu'ils ont joué Kano, dire ah bah maintenant je comprends le deck et genre quand je l'affronte, je vois ce que ça fait et je vois comment jouer contre. Donc n'hésitez pas, que ce soit moi pour les gens sur Paris ou d'autres gens, on peut prêter le deck. Moi, je serais ravi de vous prêter Kano si même si vous comptez pas le jouer à long terme, mais juste si vous avez besoin de le jouer une ou deux, prendre un peu ce que ça fait. Je suis toujours ravi de donner des conseils. Je pense qu'encore une fois, on n'aurait pas fait l'épisode de 2 heures sur Kano où je donne des tips sur comment affronter le deck, etc. si j'avais envie de continuer à tout gagner parce que personne connaît. Mmh. Euh, et du coup, voilà, donc, parce que je trouve ça un peu dommage qu'il y ait ce côté
Parce que je vois que ça frustre des joueurs, en fait, d'affronter Kano. Et quand on ne sait pas comment jouer contre, je comprends totalement. Mais je pense que c'est un apprentissage qui peut être fait par ces nouveaux joueurs, parce que les clés existent, parce que nous, on peut aider. Et quand je disais que je le prenais aussi un peu personnellement, c'est aussi parce que ces derniers temps, alors même si là je viens de dire que j'ai joué Kano dans tous mes derniers tournois, hein, mais ces derniers temps, je me pose plus la question de jouer autre chose que Kano, alors que c'est le deck qui me fait le plus plaisir à jouer à l'heure actuelle, parce que je sais que ça peut frustrer des joueurs, et du coup, j'essaye de trouver autre chose à jouer, de jouer autre chose, euh, pour éviter cette frustration, et bah, honnêtement, ça me frustre moi aussi de devoir jouer autre chose, parce que des gens de leur côté apprennent pas forcément. Du coup, voilà, bref, c'était une grosse parenthèse, Non, mais mais en vrai, en vrai, je te rejoins parce que quand bien même il y ait des raisons justifiées ou pas d'un point de vue du jeu, qu'un deck soit désagréable, on a tous notre bête noire. Et je pense que le plus important, c'est ouais. surtout d'ouvrir la discussion autour de. En fait, ça rejoint un peu la bienséance à une table de tournoi, en fait. Genre, euh, moi, il y a des decks que je n'aime pas affronter parce que, question d'affinité, c'est subjectif. Mhm. C'est pas pour ça que je vais le dire à mon adversaire, c'est pas pour ça que je vais jouer différemment. Et je pense que transparaître ce mal-être ou genre le fait qu'un deck nous plaise pas, bah, c'est pas très sain en fait. Genre c'est pas très sain dans Mhm. une communauté. Et puis genre, Et moi je sais qu'il y a des héros que je n'ai pas joué parce ouais. que j'avais pas envie que mon adversaire me dise oh vas-y tu joues ça. Donc je sais que il y a, Mhm. il y a des decks genre Kano par exemple ça coule sur moi parce que vraiment je n'ai rien à foutre. En fait genre si tu perds contre Kano c'est que tu sais pas jouer en fait. Contre Kano spécifiquement. Mais par contre c'est pour ça que j'ai pas beaucoup joué Prism. Parce que Prism c'était le genre de deck j'avais du mal à Ouais. l'affronter. J'aimais pas ça. Les gens râlaient tout le temps. Et du coup je suis en mode oh flemme. Alors qu'en vrai c'est un deck qui est super cool. Et Et tu vois, voilà. genre, je m'inclus un peu dedans parce qu'il y a des decks que j'aime pas trop affronter non plus parce que, pour plein de raisons, comme tu l'as dit, d'affinité et tout ça. Et il y a des fois où je peux donner l'impression à la table, et je m'en excuse, d'être un peu en mode ah bah oui, super, genre, il s'est passé ça, c'était Tilte-toi. super marrant, voilà. Mais par exemple, enfin, pour finir et clore après le sujet, quand des gens me disent que Kano est pas un deck interactif et que c'est un deck qui joue tout seul, qui joue en solitaire, etc., et qu'après je vais en armory et que j'affronte en blitz un Benji qui m'a littéralement fait, je crois, 7 ou 8 attaques dans le tour et il y en avait une seule que j'ai pu bloquer, bah, enfin, tu vois, genre, Ah oui, je suis c'est. d'accord avec toi. En vrai, Donc en voilà, fait, il en y, a- fait, y a des stratégies contre des héros, il y a des héros qui nous forcent à interagir de manière différente, et je pense que c'est un apprentissage qu'il faut potentiellement faire. Et c'est effectivement dommage que des joueurs soient frustrés d'affronter des héros qui existent et font partie du jeu et ont été designés pour. Et à l'inverse, que des joueurs se freinent de jouer des héros parce qu'ils savent que ça peut frustrer et tout ça. Et je pense qu'il y a potentiellement des efforts à faire des deux côtés. Tu vois, parce que moi, peut-être que je sais pas, hein, n'hésitez pas. Mais peut-être que quand je joue Kano, je ne donne pas assez d'informations à mon adversaire, je l'aide pas assez après la game si je vois qu'il savait pas trop ce qu'il faisait. Peut-être que je pourrais aider encore plus. Donc peut-être que j'ai des efforts à faire de mon côté. Mais je pense qu'il y a des efforts des deux côtés. Et du coup, juste pour finir sur la semaine, je close cette parenthèse. Mais du coup, il y avait un Winbox à Uchronize dimanche, en construit. Et bon, c'est aussi parce qu'il y avait genre 2 Lexi et 3 Dromai sur 13 joueurs et que c'est des match-ups qui sont assez infernales pour Kano. Mais je me suis aussi dit que j'allais pas jouer Kano parce que j'essaye, comme je disais, de me forcer un peu à trouver d'autres decks qui me plaisent pour pouvoir jouer un peu autre chose et pas juste jouer tout le temps Kano parce que je sais que ça peut. Du coup, pour finir sur ma semaine, il y avait avant-hier, donc dimanche, un Winbox à Uchronize en construit. Et du coup, je voulais pas forcément jouer Kano parce que, enfin, pour les raisons que j'ai évoquées juste avant, et aussi parce qu'il y avait genre 3 Dromai et 2 Lexi ou un truc comme ça sur 13 joueurs. Donc c'était pas Mhm. forcément le genre de tournoi où. Enfin, disons que, comme je l'ai déjà dit, il y a des decks que j'aime bien jouer, des decks que j'aime moins jouer. Ça me dérange pas de perdre si je peux jouer la game. Et c'est des match-ups, notamment Dromai, où il y a plein de scénarios où en fait je joue même pas la game avec Kano, donc Mhm. ça m'intéressait pas forcément, quoi. Et du coup, à la place, j'ai joué Katsu avec une liste qui est probablement pas optime et que j'aime bien, que j'ai modifié un peu depuis.
Le deck est pas opti dans la méta non plus. Enfin, voilà, c'est pas du tout un héros top tier. Mais il va y avoir du support avec Outsiders. Un peu C'est un haut, je héros que crois. j'avais envie de tenter un peu parce que j'aime beaucoup la théorie derrière Mask of Momentum, des cartes comme Flick Flack et tout ça. Donc il y a des aspects de la classe ninja que j'aime beaucoup. Et du coup, j'avais envie de tester un peu. Et donc, j'ai fait une liste et j'ai eu des games qui étaient plutôt intéressantes. J'ai joué contre Dromai en round 1, qui était la liste assez redline aggro avec des 0 pour 4 à ne plus savoir qu'en faire. Mm. J'ai lose, j'ai eu un bail en round 2, j'ai win contre Lexi en round 3 et j'ai win contre Dromai à nouveau assez redline aggro en round 4. Et du coup, j'ai fait 3-1, donc je me suis qualifié en top 8, ce qui n'était pas exceptionnel sur 13 jours au départ, quoi. Donc voilà. Mais je suis arrivé en top 8 quand même, et j'ai rejoué contre la même Dromai, et cette fois-ci, j'ai perdu. Je pense que mon adversaire a mieux joué le match-up parce que c'est un très bon joueur, et du coup, une game lui a suffi à un peu modifier des choses quand même. Et j'ai aussi eu 3 ou 4 mains, je sais plus, d'affilée sans bleu, qui ont fait que j'ai perdu beaucoup de tempo et de dégâts. Et du coup, c'était un peu complexe. Mais voilà, et les games étaient vraiment intéressantes. Genre, il y avait vraiment du trade, un peu de baits, pas vraiment de pitch stacking, mais du gardage de ressources. Et on en reparlera plus tard. Wink wink. Mais du coup, voilà, il y avait pas mal d'aspects intéressants. Et surtout, ça m'a un peu rappelé Kano dans l'aspect combo, puisque bah, c'est un des mots-clés de Katsu qu'il utilise beaucoup. Et deux, dans un truc que j'aime beaucoup, que ce soit chez Kano ou chez Azalea notamment, qui est le fait que tes options pour ton tour ne sont pas limitées aux cartes dans ta main. Mm. Et le fait que tu puisses aller fetch, que tu puisses des fois draw et tout ça, fait que en fait, tu dois considérer plus d'options que ce que tu as en main uniquement, potentiellement. Et quand elles arrivent, tu dois du coup naviguer avec ces nouvelles options qui des fois changent la value de ta main initiale, etc. Et ça, c'est vraiment un truc que j'adore. Donc je pense que je vais continuer à jouer le héros dans les prochaines semaines, probablement, parce que j'aime bien la liste. Et puis on n'a pas trop de Holdim qui est vraiment le match-up ingagnable que tu ne veux pas voir dans notre méta. Et voilà. Et du coup, pour la petite anecdote, puisque je l'ai déjà posté sur Discord, mais je suis super content. D'habitude, je prends dans ce genre de truc, au lieu de prendre des boosters, je prends des bons d'achat, notamment pour payer mes entrées au tournoi suivantes, etc. Machin. Et là, cette fois-ci, j'ai décidé de prendre des boosters parce que pourquoi pas. Du coup, j'ai pris 4 boosters d'History Pack 1 et j'ai ouvert ma première fable, puisque du coup, j'ai ouvert un petit Arc Knight Shard. Alors, il y a un énorme reflet à la cam, donc on le voit pas très bien là, mais voilà. Et du coup, j'ai ouvert un petit éclat d'Arche Nuit. Donc, je suis super content parce que c'est la première fable que j'open. Et du coup, c'est vraiment un sentiment incroyable. Ceux qui l'ont déjà vécu, vous Et savez de quoi je parle. Ceux qui l'ont pas encore vécu, je vous le souhaite un jour. Et du coup, ce j'étais qui est trop heureux. dommage, ce qui est dommage, c'est que des 3 fables de l'édition, t'as ouvert la seule que tu ne joueras jamais. C'est vrai, et qui est aussi la moins chère. Mais c'est pas très grave, parce que je le vois Ouais. comme une pièce de Parce collection, que donc c'est en quand même très vrai, cool. ça aurait été ultra stylé que tu tapes un petit Eye of Ophidia là. Ah, Aïe aïe aïe. j'aurais. Oh, mais là, ou un canot Marvel, tu vois, aussi, ça C'est aurait vrai. été insane. Mm. Mais voilà, bon, encore une fois, j'ai beaucoup trop parlé alors que Bon. c'était pas le but initialement, mais comme d'hab, quand je raconte ma semaine, j'ai toujours 3-4 anecdotes et je prends des heures. Puis là, il y a eu le mini débat aussi sur Kano et la potentielle frustration des joueurs. Mais toi, Mm. du coup, Hugo, qu'est-ce que ça a donné ta Eh semaine? ben, bah moi j'ai décidé de reprendre Kano pour faire du blitz parce que tu m'as donné envie à me battre à chaque fois et j'étais vraiment à chaque fois que tu me bats avec le deck, je suis vraiment en mode mais pourquoi je joue pas ça en fait? Genre ça fait C'est trop n'importe fort. quoi là. Le jeu il Pourquoi, marche tout seul quand tu joues pourquoi ça. je fais pas pareil? Voilà, du coup j'ai fait une première armory où j'ai fait un score moyen, je fais 2-2 parce que je reprenais le deck en main. Hier du coup j'ai fait 3-0 en blitz. Bah, ça commence à revenir petit à petit. De toute façon, je pense que c'est un deck, il faut prendre l'habitude de le jouer pour se sentir mieux avec. Donc voilà, c'est Clairement, ouais. cool. Ouais. Faut Et connaître sa propre ligne, connaître un peu la méta aussi, et du coup, plus tu le joues ouais, régulièrement, mieux tu vas performer avec, c'est pour le ça. coup, ouais. Euh, et ensuite, j'ai aussi fait le Winbox du Chrony, mais moi, mon score a été bien pitoyable.
J'ai fait un bon 0-2 into je rentre à la maison, parce que, Le fameux 0 de drop. ouais, le fameux 0 de drop. Bah, j'ai joué Dromai, la veille, j'avais un peu repris ma liste et tout et bah, j'ai affronté Bravo en ronde 1 qui m'a, bourriné comme jamais. Puis ensuite j'ai affronté Fai qui a fait, bah, Fai du coup, contre Dromai. Qui a fait- Voilà, du coup, grosse baisse de motivation. J'ai fait: «Vas-y, si c'est pour me taper un bye into un autre Fai, vas-y, je rentre chez moi» et voilà. Heu, Understandable. mais Surtout j'ai qu'a récupéré priori, des beaux trucs, parce que moi aussi j'ai bien envie de flex. J'ai récupéré un petit Yorick des familles. Ah ouais, j'ai des reflets d'enculé aussi. ouais, mais Voilà. La il est personne beau qui me gosse, l'a le Yorick. lâché, se reconnaîtra si elle nous écoute. Je suis très heureux d'avoir ce Yorick parce que du coup, ça veut dire Ça que va j'ai avec. Yorick, j'ai son arme et Et j'ai, il te manque juste l'aspect. toutes les cartes de collection, sauf une de Fab. Il me manque une carte de collect qu'il est très peu probable que j'arrive à avoir un jour, mais Taylor. que j'aimerais. Ouais, c'est Taylor. Et théoriquement, il y a aussi Rudy, euh, Ouais, mais Rudy's Rudy, Gamekeeper, mais celui-là, il est vraiment impossible à choper. Enfin, genre, Rudy, ça va être, ouais, ça va et être puis, complexe. tant qu'on y est, j'ai chopé ça, une petite grandeur of Valhalla. Voilà. Je suis très content parce que c'était la seule fable qui n'existait pas en Rainbow Foil jusqu'à HP2. Et qui, du coup, depuis HP2, existe en Rainbow Foil, puisqu'avant, elle n'existait qu'en Cold Foil. Du coup, je suis content de Mhm. l'avoir en Rainbow. Voilà. Et en parlant de grandeur, et en parlant de Katsu, je propose d'introduire notre sujet. Alors, cette semaine, on s'est dit qu'on allait parler bah, du pitch stack. En fait, on a commencé à se dire qu'on allait parler du pitch stack. Et ensuite, on a dérivé sur la fin d'une partie de Flesh and Blood, en fait. Donc, ce moment où on atteint le deuxième cycle de son deck, parfois le troisième. Ce moment où on compte le nombre de cartes qu'on a dans le deck, on essaie de se souvenir dans quel ordre on a mis les cartes, etc. etc. Ce moment aussi où les gardiens brillent, par exemple, où certains héros comme Dromai se basent sur ce moment-là pour gagner des parties. Un moment important du jeu, un moment assez clé, et qui en fait est assez difficile à percevoir parce que euh, dans le jeu de Fab, il y a, de mon point de vue, il y a deux aspects différents du jeu. Il y a le micro, c'est-à-dire tout ce qui a lieu au tour par tour, tout ce que vous faites avec votre main Mhm. maintenant, la façon dont vous interagissez maintenant avec votre adversaire. Et il y a la macro, le jeu macro, qui en Ouais. fait est plutôt lié à dans quel ordre vous avez pitché vos cartes, qu'est-ce que vous avez pitché, qu'est-ce que l'adversaire a pitché, comment est-ce que vous réagissez par rapport à son plan de jeu, mais d'un point de vue plus global. Et c'est des réflexions que tous les decks n'ont pas. Par exemple, bah, les decks aggro, par exemple, vont moins souvent solliciter leurs réflexions macro que les decks contrôle. Il y a des decks qui vont baser leur stratégie entière sur le fait d'être un deck macro, comme Uldim, par exemple. Et du coup, on voulait parler voilà, de la fin de partie, de ces trucs-là. Et, euh, et en vrai, bah, du coup, je vais te poser une simple question. Euh, Comment est-ce que tu abordes, toi, le jeu macro, enfin, genre cet aspect du jeu très, très grand et large? Parce qu'on a tous des façons différentes de l'observer et de jouer avec. Alors, déjà, il y a un truc sur lequel j'aimerais bien un tout petit peu revenir et peut-être un peu plus définir avec toi, qui est la notion de late game, dans Mm. Flesh and Blood. Puisque, contrairement à des jeux comme Magic, comme Yu-Gi-Oh!, comme Hearthstone, comme tout ça, il n'y a pas, en tout cas pour la plupart des decks, de board qui reste ou de ressources accumulables tour après tour, etc. Ce qui signifie que c'est... Enfin, en fait, de prime abord, c'est très dur d'aborder effectivement ce côté macro comme t'en parles et de se dire ok mais qu'est-ce que c'est le late game parce qu'en fait bah, on commence full power puisqu'on a déjà notre main de 4 cartes, on a les équipements qui restent et bah limite on perd de la puissance au fur et à mesure parce qu'on joue C'est nos le cas cartes en vrai. rouges, on utilise nos équipements etc. Donc pourquoi il y aurait une notion de late game alors qu'en fait on commence full power et que bah juste on joue nos mains et que le but c'est d'être meilleur en micro parce qu'on joue une main et on la repioche après, etc. Et du coup, pour moi, déjà, il y a trois aspects au late game, on va dire, qui vont être un peu différents dans comment on va les aborder. Il y en a un qui va être, encore une fois, de mon point de vue, tu m'arrêtes si à un moment t'es pas d'accord, hein. Ouais, Mais je il y t'arrête. a les decks, comme par exemple Oldim ou Bravo notamment, qui vont être des decks qui vont vouloir
pitcher le long de leur premier cycle de manière à garder des menaces dans le deck et de quoi jouer ces menaces. Donc pour être sûr de ne pas piocher une main de 4 rouges, etc., comme ils peuvent piocher en premier cycle par exemple, et du coup de pouvoir enchaîner et garder une tempo tour après tour, parce qu'ils auront enchaîné des mains, 3 bleus plus une menace rouge, 3 bleus plus une menace rouge, etc., mais qui n'ont pas nécessairement besoin que les 3 bleus soient des bleus spécifiques ou que la rouge soit une rouge spécifique, qui vont plus être dans, bah on veut juste qu'il y ait une menace et des cartes pour jouer cette menace. Ensuite, il va y avoir les decks qui vont pitch stacker des séquences très spécifiques, et ça va être notamment Kano, puisque c'est un des seuls qui fait ça vraiment actuellement, et où là, on peut stacker jusqu'à des fois une séquence de 10, 15, 20 cartes, mais qui doivent être... où l'ordre des cartes et les cartes qui sont dedans ont une importance, et où il faut se rappeler beaucoup plus spécifiquement de chacune des cartes et de leur ordre. Là où, quand on pitch stack avec Bravo, par exemple, la notion de pitch stacking dans Bravo, c'est très, on retient qu'on a mis une rouge, donc il faut qu'on mette des bleus. Puis une fois qu'on a mis nos 3 bleus, on remet une rouge, et ainsi de suite. Et c'est plus une notion de, on veut pas coller deux bleus ensemble, deux rouges, pardon, ensemble, que on veut pitcher exactement Crippling avec Tirasunder, Buckling Blow et Pummel Bleu, comme on peut le voir dans le Kano. Et la troisième forme de late game, qui pour moi n'est pas nécessairement liée au pitch stacking, qui peut l'être dans certains decks qui croisent deux types, mais ça va être celle de decks qui accumulent d'une manière ou d'une autre de la présence sur le board ou des ressources. Et du coup, ça va revenir notamment les illusionnistes, puisque les illusionnistes accumulent avec du board. Qui le font. Ça va être Islander dans certains match-ups avec les Frostex, les Insidious Chill, etc. Et ça va être notamment également Dash, qui accumule une sorte de présence sur le board avec les items, qui vont rester et qui vont améliorer la capacité du deck à chaque item qui est posé et à chaque pièce du puzzle qu'on ajoute. Ça peut être aussi dans certains decks, comme Boltin par exemple, le fait de charger sa soul. Ça peut être dans certains decks juste le fait de poser des potions, par exemple, tout simplement, qui sont des ressources qu'on peut garder pour plus tard. Et du coup, voilà, donc pour moi, ces trois notions-là sont les trois grands archétypes, en quelque sorte, de pourquoi on va en late game. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut y aller pour avoir une combo spécifique qu'on pitch stack? Est-ce qu'on veut y aller pour avoir des mains qu'on design dans leur globalité pour qu'elles s'enchaînent bien, contrairement au premier cycle où on est beaucoup plus dépendant du random de notre deck? Ou est-ce que c'est accumuler au fur et à mesure de la partie une board présence ou des ressources pour surpasser la value de l'adversaire, puisque en fait, Dash par exemple, quand elle a plein d'items, sa main de 4 cartes en micro sera toujours meilleure, ou presque toujours meilleure, que la main de 4 cartes adverse. Et du coup, on s'en fout de ce qu'on a pitché, on s'en fout de tout ça. On a des mains qui seront meilleures parce qu'on a des choses on board qu'on peut utiliser en plus de notre main. C'était le cas par exemple avec Chain aussi, où Chain, les Soul Shackle, faisaient que on jouait avec plus de cartes que l'adversaire, puisqu'on avait les cartes de notre banish également. Et du coup, c'était un deck où on accumulait de l'avantage et des ressources d'une certaine manière, et en fait, on se retrouvait dans un spot où c'était pas la macro qui était importante, sauf dans certains match-ups, c'était juste que la mécanique de notre héros faisait que plus on avançait dans la partie, plus on avait de ressources par rapport à l'adversaire, et du coup, plus notre micro était meilleur que l'adversaire. Et du coup, voilà, je voulais juste faire ce rappel de un peu les trois exemples types pour moi de ce qu'on veut faire quand on avance dans la game. Pour les héros qui ont envie d'avancer dans la game. Et en même temps, moi, il y a un raisonnement que je trouve très intéressant. Comme j'ai toujours été un joueur d'aggro de base, le late game, c'est le moment où tu veux pas aller. Parce que, pour moi, la différence que tu as soulignée, mais qui pour moi est encore plus visible quand on compare un deck aggro avec un gardien, par exemple. Le meilleur exemple, c'est de prendre Dorinthea et Bravo, par exemple, l'un face à l'autre. Dorinthea, ce qu'elle pitch, elle le pitch pas pour le revoir, mais elle le pitch pour pas le perdre, alors que Bravo pitch des cartes pour les revoir. Et en fait, je trouve ça intéressant ce positionnement qui est un petit peu différent en fonction des decks, qui est plus lié au fait qu'ils commencent avec une quantité limitée de ressources, et donc doivent en conserver sur le long terme parce qu'ils savent que la partie va durer longtemps. Et les decks qui ont une quantité donnée de ressources,
qui ne fait que avoir de plus en plus de value au fur et à mesure que le temps passe. Parce que les gardiens, ils commencent avec la même quantité de ressources que les decks aggro, sauf que avec un premier cycle qui leur permet d'affiner leurs mains, et donc d'avoir rouge, bleu, 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 comme tu disais, bah, du Mm. coup, leur carte, leur ressource a plus de valeur, parce qu'ils ont l'occasion de la jouer correctement, de l'accompagner de trucs pour la booster, etc. etc. Alors que Dorinthea, par exemple, quand elle pitch des rouges, c'est pas parce qu'elle veut les revoir dans un ordre précis, c'est parce qu'elle veut surtout pas les perdre, parce qu'elle sait qu'elle en aura besoin Mm. plus tard dans la partie. Parce qu'elle Et sait en que la vrai, partie va durer. c'est ça. Et en fait, je trouve ça intéressant le raisonnement lié au late game quand on a un deck qui est pas censé y aller. Et Ouais. en fait, c'est un truc qui était assez impressionnant avec Chain. Et c'est d'ailleurs ce qui différenciait les chains moyens des excellentes chains. C'était à quel point les joueurs qui maîtrisaient le deck étaient capables de pitch-stacker des séquences incroyables où ils révélaient toutes les cartes qu'ils voulaient à un moment précis et ils faisaient bah maintenant tu vas mourir en fait parce que t'as juste pas assez de points de vie et je vais faire mon grand démon et en fait tu pourras plus gagner à partir de là. Le grand Et démon. bah je crois que c'est Ursur, oui c'est Bien sûr, Ursur ouais. Ouais. chez Chain. C'est sûr. Et ça je trouvais ça assez impressionnant parce que Chain c'était un deck aggro par essence, genre vraiment c'était le but du deck, mais les joueurs sachant qu'ils ne pouvaient pas gagner à l'aggro étaient obligés de mettre en place une pile incroyable pour gagner. Et en fait, je trouve ça intéressant. Et en fait, c'est un exercice que je, que je propose de. Enfin, genre, si ça intéresse les gens, surtout ceux qui jouent des decks aggro, de se poser la question, genre, comment je fais pour gagner si mon Mm. adversaire bloque 12 à tous les tours? C'est ça. Parce que il y a des decks qui vont faire ça. Tous ne vont pas le faire, soyons honnêtes. Il y a des decks qui ne peuvent pas le faire. Mais si on part de l'hypothèse que l'adversaire va bloquer 12 à tous les tours, qu'est-ce qu'on fait? Genre, qu'est-ce que tu fais avec tes cartes? Dans quel ordre tu les joues? Est-ce que tu as peut-être des cartes à mettre en side, par exemple? Et en fait, se poser cette question-là, Mm. c'est une question qui est vachement saine, parce que du coup, elle permet de mon point de vue, d'ouvrir une réflexion sur... bah, genre, ça pose aussi la question, quel est le plan de mon deck? Et en fait, Mm. ça me fait surtout penser à Braillard, parce que Braillard contre le Dim, c'est le seul match-up où il faut pitch stacker. Et c'est Mm. le seul match-up où on va avoir besoin de se dire, ok, je dois avoir un Channel Moon Heroic à un moment précis et aligner à ce moment-là plein d'attaques. Et genre, et on savait qu'on maîtriserait pas spécifiquement cette pile, ni ce moment où ça arrive, mais on savait qu'il fallait qu'on y arrive à un moment. Ouais. Et du coup, on savait qu'il fallait pitcher les Channel Moon Heroic, essayer de les coller à d'une bleue si c'est possible, garder des attaques dans le deck, machin et tout. Et ça, je trouve ça cool. Je trouve que c'est un aspect du jeu qui est très intéressant parce que comme tu disais, comparé à d'autres jeux, où en fait, plus la partie avance, plus les joueurs ont de possibilités, et plus théoriquement la partie se complexifie, parce qu'il y a de plus en plus de choses à Mm. prendre en compte, des interactions, etc. etc. À Fashion Blood, en fait, c'est l'inverse. Parce qu'en fait, plus la partie avance, moins les joueurs ont de ressources, et plus ils doivent trouver un truc qui permette de valoriser leurs ressources par rapport à celles de l'adversaire. Mm. Ouais, totalement. Et du coup, bah, ça fait une transition parfaite sur le point que j'aimerais bien qu'on aborde après, heu, qui est, pourquoi aller en late game? Et du coup, je vais commencer ce point-là par revenir sur ce que tu disais sur les agros. C'est-à-dire que les agros, effectivement, sont des decks qui, par nature, ne sont pas censés avoir besoin d'aller en late game. Parce que s'ils commencent à s'occuper de la macro de leur deck, comme on disait, de pitcher, de tout ça, leur micro devient beaucoup moins bonne. Et Mhm, si leur micro devient beaucoup moins bonne, bah, pourquoi jouer aggro? Parce que ton but, c'est d'optimiser chaque main pour faire le plus de dégâts possible et de tuer l'adversaire rapidement, parce que tu sais justement que ta stratégie ne s'améliore pas avec le temps. mhm, Puisque tu profites du fait que tu es full power dès le départ pour maximiser chacune de tes mains dès le premier cycle. mhm, Et ça se retrouve aussi en termes de deck building, dans le fait que les agros sont souvent plus greedy en termes de ressources, etc., pour avoir plus de menaces, blablabla. Bla, 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 bla. Le point qui est important, comme tu disais, c'est qu'il y a des decks qui, même quand on joue aggro, vont nous forcer à aller au late game. ouais. Euh, Parce que eux, leur stratégie, c'est de t'emmener au late game. Alors, du coup, pourquoi aller en late game? Pourquoi ces decks-là veulent y aller? Ça peut être pour plusieurs raisons.
La première raison, ça va être dans le cas très basique d'un deck fatigue, comme Oldhim par exemple, certaines versions sont un deck fatigue. Et du coup, ça va être un deck qui va viser, comme Katsu Control par exemple, le Turtle Katsu de l'époque plutôt Welcome to Wrath Arcane Rising, Ouais, ça qui, commence à existait remonter quand même. qui existait encore un peu dans Monarch, mais déjà moins parce que. Voilà, et qui du coup n'existe plus du tout depuis Tales parce qu'il y a Rampart et Crown qui invalident complètement les Kodachi. Mais du coup, ce genre de deck, c'est des decks qui vont dans leur deck building considérer, ok, on a une arme qui est efficiente, qui du coup va être capable de prendre des trades favorables pour nous en termes de HP ou en termes de cartes dépensées par rapport au nombre de cartes qu'on perd dans le deck. C'est-à-dire que si on bloque un marteau d'Oldim, on perd une carte, lui n'en a pas perdu. Sinon, on prend des dégâts. Et l'idée de ces decks-là, c'était aussi de se dire, eh ben, comme je vais pouvoir avoir des bonnes cartes défensives et bloquer de manière efficiente, je vais, même si je perds un peu d'HP, c'est pas grave, je vais forcer mon adversaire à arriver au point qu'on appelle la fatigue, qui est le moment où il n'y a plus assez de menaces dans son deck pour menacer plus que 12 par tour, et où en plus il doit commencer à bloquer mes armes parce que sinon il tombe trop bas en point de vie, donc il commence à perdre encore plus de cartes, et donc il n'y a plus aucun moment où il peut me tuer parce qu'il n'a plus assez de menaces et de dégâts mathématiquement dans son deck. Donc c'est en général par exemple pour les agros, lorsque on a passé notre game à pitcher des bleus pour faire à chaque tour rouge, 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 arme, pitcher bleu, et bah à Ouais, la fin, on se retrouve avec genre 12 bleus dans le deck, et 3 on fait plus rouges, et rien. on est en mode bah on ne fait plus rien parce que les bleus elles font pas de dégâts, C'est elles ça. sont pas bonnes, etc. Mhm. Donc ça c'est le premier point qui peut vouloir emmener au late game, c'est les stratégies de fatigue, qui savent que dans le tout late game, grâce à leurs armes et leur capacité à ne plus perdre de cartes dans le deck tout en vous en prenant ou vous enlevant des HP, et avec une bonne capacité de bloc tout au long de la game, va forcer des trades plutôt favorables pour eux et va vous faire perdre vos menaces petit à petit pour arriver à ce point au late game où ils sont meilleurs que vous et où vous pouvez juste plus les tuer. Mhm. Les autres aspects où les decks vont vouloir aller au late game, ça va être comme on le disait par exemple avec des personnages comme Dromai ou comme Prism ou Dash, où ça va être pour accumuler des ressources sur un board pour que la micro de chaque tour soit bien meilleure que celle de l'adversaire, Ouais. puisqu'on joue avec beaucoup plus de choses. Et ça, du coup, c'est pas nécessairement aller en ultra late game, comme les decks fatigue, mais Non, ça parce va que être ça tue. vouloir Enfin, avancer dans la game. mm. Parce qu'il y a une Euh, différence entre les deux trucs que tu as indiqués. C'est Totalement. il y a la première stratégie, la stratégie fatigue. Le but c'est de pas mourir, et la Mm. seconde, le but c'est de tuer à un moment précis. Ouais, Et c'est le cas. T'allais probablement parler, mais genre Bravo, c'est pareil. Le but c'est pas de pas mourir. Le but c'est qu'à un moment tu fais bleu bleu bleu, Crippling Crush Dominate, bleu bleu bleu, Spinal Crush Dominate, bleu bleu mm. bleu, Crippling Crush Dominate, et ça tue en fait. Alors à un moment ça va tuer. Exactement. Et du coup, pour moi, les autres stratégies, comme le pitch stacking de Chain ou de Kano par exemple, sont des stratégies qui vont plutôt se retrouver à être des adaptations Ouais, c'est des réponses. et des réponses à ces stratégies contrôle, ou à Mm. ces stratégies fatigue, ou à ces stratégies de late game, d'accumulation de board, etc. dans certains cas, pour pouvoir battre ces stratégies-là. Mm. Euh, Puisque par exemple, le pitch stacking de Kano, il y a quasiment aucun deck qui peut survivre à ça, voire aucun si on pitch stack correctement, et c'est potentiellement le meilleur séquencing de late game du jeu. Mhm. Donc si on n'est pas capable de battre un deck avant, parce que c'est un deck fatigue, parce que c'est un deck qui veut nous faire perdre toutes nos menaces en bloquant, en bloquant, en bloquant, et bah juste, on pitch stack un truc qu'il ne pourra pas bloquer. Mhm. Puisqu'on va arriver à un point où on redevient meilleur que ce deck-là. Et du coup, ça va être plutôt en réponse aux stratégies qui veulent aller en late game. Ouais. Euh, mais du coup, voilà. Ouais, tu Donc, vois. vas-y, vas-y. Moi, il y a un truc qui est intéressant, c'est que. Et en vrai, c'est une question qui découle de la discussion qu'on a. C'est là, on a parlé de stratégie dont le but était de retenir des ressources ou de les agencer d'une certaine manière pour les conserver sur le long terme. Euh, j'ai parlé aussi des decks aggro qui avaient tendance à vouloir mettre des cartes rouges dans le deck, mais pas dans un ordre précis. En vérité, l'essentiel de ces decks aggro, souvent, n'accordent pas d'importance à l'ordre précis dans lequel ils mettent les cartes dans leur deck. Parce qu'ils vont avoir des effets qui mélangent leur deck. Donc Mm. Dorinta, par exemple, c'est Singing Steel Blade,
ou les Runeblades, ça va être Sonata Arcanix qui indique mélanger votre deck. Et donc la question, il existe une carte depuis Welcome to Wrath qui s'appelle Remembrance, Qui doit être qui est ban. une carte qui est vachement intéressante, parce qu'elle devrait être ban, selon certains joueurs, et en vrai l'argument est Et je fais justifié. partie de ces joueurs. Euh, et la question c'est, pourquoi est-ce que selon toi, Remembrance devrait être banni? Pourquoi est-ce que c'est une des cartes ultimes du late game, et il est quasiment impossible de faire mieux? Enfin si, ça s'appelle Parce que, Drone of Brutality et c'est déjà banni. parce que, en fait, ça casse des fondamentaux du jeu, comme Drone of Brutality le cassait, puisque ça permet à des stratégies de battre des stratégies de late game qu'elles ne sont pas censées battre au départ. Ça permet à des stratégies de moyen ou late game de récure des cartes de manière totalement gratos. T'as très peu de coups à mettre Remembrance dans ton deck quand tu veux de toute façon jouer une long game. Et quand on regarde par exemple un Bravo qui ne joue pas 3 mais 6 Crippling Crush dans une game, euh, bah normalement t'es censé être limité à 3 exemplaires d'une carte. Donc quand t'as le droit d'en jouer 6, est-ce que c'est pas un problème? Et Ce encore qui est plus si on joue amusant, plusieurs Remembrances et qu'on peut jouer en jouer 9 voire 12, tu vois. Ce qui est amusant, c'est que la réflexion autour de Remembrance, c'est une réflexion qui n'a aucun sens dans beaucoup d'autres jeux. Genre dans Magic, il ne viendrait jamais à l'idée de dire oh mon dieu, il y a une carte qui mélange trois cartes de ton cimetière à ton deck, c'est trop fort, tu vois. Et je trouve ça vachement intéressant en vrai que Remembrance. Alors pour ceux qui connaissent pas la carte, mais ça m'étonnerait, c'est pour 0 un instant qui vous permet de mélanger trois cartes d'action de votre cimetière à votre deck et vous bannissez Remembrance. Euh, En vrai, je trouve ça fou qu'une carte aussi simple, aussi Mm. mécaniquement basique, retourne complètement le jeu. Et genre, moi je suis pas de l'avis de bannir la carte parce que je l'aime, je la trouve Mhm. intéressante. Et autant Drone of Brutality était assez évident dans le fait que ça avait besoin d'être banni, autant Remembrance, euh, je la trouve intéressante, mais c'est vrai que elle a ce défaut d'une carte qui dit dans certaines situations, si tu la joues, tu es sûr de gagner. Et en vrai, si tout le monde était sûr de gagner parce qu'il devait jouer cette carte à ce moment précis, on aurait peut-être, si on avait un temps infini sur les rondes, ce qui n'est pas le cas heureusement, que des decks qui jouent 3 Remembrances partout. Parce qu'en fait, on aurait besoin de ces 3 Remembrances partout pour être sûr d'avoir autant de menaces que l'adversaire. Et heureusement que c'est pas le cas, mais ce serait une raison pour laquelle, genre, Remembrance pourrait prendre un tir. Ça, et parce qu'elle casse un peu le jeu aussi. Mais j'aime bien Remembrance. En fait, Remembrance, je trouve que c'est une carte qui incarne bien cette idée de late game, euh, où en fait, mettre Remembrance dans son deck, ça veut dire qu'on s'est dit, ok, la partie va durer longtemps. Mhm. Mon plan de jeu, dans le cas où la partie dure longtemps, c'est d'avoir mélangé mon deck et d'avoir remis certaines cartes clés dans son deck. Mais c'est aussi une stratégie qui ne fonctionne, et c'est une carte qui ne marche, que quand vous avez besoin de certaines cartes clés dans votre Mm. deck. Par exemple, bah, j'ai beaucoup joué Dromai avant, et là je vais me mettre à jouer Bravo. Et par réflexe, j'ai mis une Remembrance dans mon deck Bravo, et je me suis dit, mais en fait c'est bien sans être bien en fait. Parce que c'est très pertinent dans l'idée où je voudrais avoir 3 Crippling Crush de plus, mais ça l'est beaucoup moins dans l'idée où je vais mélanger mon deck, et du coup je vais pas pouvoir assurer que ces 3 Crippling Crush seraient utilisés correctement. Alors que Dromai, qui par essence ne joue que des rouges, et donc accorde assez peu d'importance à la possibilité de jouer ses cartes, parce que par essence Mm. ça va pouvoir le faire, bah du coup en fait ajouter 3 cartes à son deck, c'est juste remettre 3 cartes importantes avec des noms précis dans son deck. Alors qu'en vrai, Bravo, quand il fait Remembrance, il prend 3 attaques rouges et hop, c'est réglé quoi. Il y a un vague ordre de priorité, mais Ça va dépendre des match-ups parce que il y a des match-ups où genre tu reprends tes 3 crippling et c'est comme ça que tu as plus de menaces que l'adversaire et que c'est vrai. tu closes C'est les vrai, je suis games. d'accord. Peut-être pas Mais encore assez joué le deck pour en être en fait, sûr. ce qui est intéressant avec Remembrance, c'est que c'est effectivement une carte qui est très peu jouée tant qu'elle est très peu jouée. Ouais. En fait, plus elle va être Euh, jouée, plus les gens vont devoir en jouer. Par exemple, on voit ce début-là avec les listes d'Oldhim Ultra Fatigue qui jouent Mm. Imperial Warhorn. Ok, Imperial Warhorn, c'est un item qui vient de Dynasty
et qui, en gros, pour vous faire très simple, parce que je n'ai pas Détruire de Frostex. carte en tête, permet de détruire un permanent que l'adversaire contrôle. Voilà. Pour être plus précis, L'idée c'est étant un permanent c'est une aura par que joueur. chaque joueur ciblé contrôle. Et, C'est pas forcément si aura, tu. ça peut être un landmark, ça peut être Non, enfin, un item, ça peut être autre chose. c'est un permanent de manière générale pour chaque joueur. Et si tu es royal, tu choisis lesquels. Et sinon, c'est le Oui. joueur ciblé qui choisit qu'est-ce qu'il détruit. Et du coup, c'est notamment la stratégie de Hold'em pour battre Islander qui sinon pourrait stacker des Frostex en boucle. Et faire un combo Frostex avec Ice Eternal, etc. Et du coup, la Imperial Warhorn permet de gérer ces Frostex, ces Insidious, etc. Sauf que du coup, Imperial Warhorn, ça gère un Frostex, c'est pas assez. Donc on joue Remembrance, mais ça en gère 2, c'est pas assez. Donc on joue des fois même 2 voire 3 Remembrance. Sauf que du coup, la réponse à ça, c'est que les Islanders commencent à jouer des Remembrance aussi. Mais si Hold'em ne jouait pas de Remembrance, les Islanders n'auraient probablement pas besoin d'en jouer non plus, parce que tu n'as pas forcément besoin pour gagner d'avoir tes 3 Frostex. 2 peuvent suffire amplement. Et tu as en plus des moyens des fois de bait la Imperial Warhorn et de jouer autour en jouant un item avant, genre une potion que tu n'as pas besoin de garder, et du coup, voilà. Mais ce qui fait que Islanders va se mettre probablement dans les futures semaines, comme on l'a déjà vu sur certaines listes du Calling Clan, par exemple, du week-end dernier, c'est justement le fait que Hold'em joue Remembrance pour recycler une carte précise qui lui permet théoriquement de gagner le match-up. Mais du coup, si Hold'em, sa façon de gagner le match-up, c'est de cycler des Warhorn et que le contre à ça, c'est de jouer Remembrance, Islander, elle est très contente de jouer Remembrance et de juste gagner à nouveau le match-up parce que sa propre Remembrance invalide celle, voire les plusieurs Remembrance de l'adversaire. Et du coup, c'est en ça que je dis que c'est une carte intéressante parce que tant qu'elle n'est pas jouée, comme tu disais, en fait, t'as pas vraiment besoin de la jouer toi-même parce que t'as pas besoin de match les ressources de l'adversaire qu'il récupère avec Remembrance. Par contre, si par exemple on revient sur un format un peu plus lent et que Bravo, plutôt que de devoir disrupt les failles en boucle, il se met à nouveau à pouvoir pitch stack et jouer des match-up mid-range ou contrôle, et que il se met à rejouer des Remembrance, tous les Bravo ou presque doivent jouer Remembrance. Sinon, ils vont trop galérer dans le miroir. Parce que sinon, en fait, c'est ça. Tu ne peux pas gagner le miroir sinon, parce que tu as juste 3 menaces de moins. Et 3 menaces de moins, c'est beaucoup trop dans un match-up de ce style-là. Du coup, c'est vraiment une carte qui est intéressante en ce sens. C'était la théorie aussi derrière les miroirs de Dromai. C'est la meilleure carte pour gagner un miroir de Dromai, c'est Remembrance. Il n'y a aucune autre carte meilleure que celle-ci. En fait, parce que Remembrance, ça signifie qu'on peut récupérer 3 Asvolai ou 3 Rexy Humber, et ça signifie qu'on va pouvoir raser le board de l'adversaire une fois de plus que lui. Enfin, au moins une fois de plus que lui. Et donc en fait, genre, théoriquement, si les Dromai jouaient le miroir de la manière la plus conventionnelle, qui est de stacker les Asvolai, enfin genre de les jouer à des moments clés, ça. Celle des 2 Dromai qui joue le plus de Remembrance gagne la partie. Parce que, théoriquement, elle est censée toujours surpasser l'adversaire à un moment. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que déjà, on n'a pas craqué la méta, on peut totalement perdre des games, même si on joue une Remembrance de plus que l'adversaire. Heureusement, parce qu'on peut piocher nos dragons à un mauvais moment, faire des erreurs, l'adversaire peut nous outplay, etc. sur des choix. Et parce que l'adversaire peut faire plus de 12 points de dégâts par tour aussi. C'est important parce que l'idée derrière Remembrance, c'est aussi l'idée que bloquer avec les 4 cartes de sa main pour 12 suffirait à ne pas mourir. La réalité des faits, c'est que bloquer 12, ça suffit pas, et que la majorité du temps, tu prends surtout quand même avec les decks aggro, surtout avec les decks aggro aggro actuels, notamment les failles, etc., tu vas probablement leak des dégâts. C'est aussi pour ça que Remembrance, c'est une carte qui, quand la méta est plutôt dominée par des aggros, n'a pas vraiment sa place parce que dans ces match-up-là, en fait, on n'a pas besoin de recycler des menaces puisqu'on ne reverra pas les menaces qu'on recycle, voire même on ne verra pas les menaces qu'on voudrait recycler et les jouer ou bloquer avec avant de voir les Remembrance. Donc, c'est une mécanique qui est très intéressante et c'est une dynamique que je trouve très intéressante sur la carte en termes de deck building. Et je trouve que la carte, sur l'aspect deck building, est super intéressante. Mais dans l'aspect du jeu, je trouve qu'elle casse un peu trop de fondamentaux. Et quand tu peux jouer 6 fois la même carte alors que tu devrais pouvoir la jouer que 3 fois, je pense que c'est potentiellement un problème. Et donc, pour moi, c'est une carte. Enfin, je vais pas dire que je voudrais qu'elle soit ban, mais si elle l'était, ça me choquerait pas du tout. Et ça me choquera pas quand elle le sera probablement dans le futur. Parce que je pense qu'elle le sera à un moment, notamment si, comme on a
plutôt l'impression que c'est le cas. La méta sera amenée à ralentir un peu et qu'on va moins vers les agros et plus vers des decks un peu mid-range, etc. Dans ces méta-là, Remembrance devrait être meilleur et du coup, ça ne m'étonnerait pas si à ce moment-là, elle sera ban. Enfin bref, c'est Ouais, un débat c'est pour, une autre, possible. pour Ouais. un autre épisode. Mais, Mais en vrai, mais voilà. ça met en lumière l'idée que le late game, et en fait la fin de la partie, c'est un truc auquel on doit réfléchir. Et en Totalement. vrai, ça tu vois, c'est un truc que j'ai pas retrouvé dans d'autres jeux. C'est cette idée que, comme dans Fab, on voit forcément tout notre deck une fois si on arrive au late game, puisqu'on peut Mhm. considérer que la fin de la partie, enfin le late game, commence à partir du moment où les deux joueurs sont à leur deuxième cycle. Je considère que c'est le moment où on est en late game. Alors, Enfin, tu pourrais c'est dire pas que c'est à partir du nécessairement vrai. troisième. Ouais, mais en fait, genre, je me dis, quand tu. En Je fait, pense juste que arriver ça au peut être deuxième avant sur cycle. certains match-ups, en fait. Ouais, c'est vrai, mais Je quand pense tu que si arrives sur ton tu y deuxième cycle. arrives, tu peux considérer que tu es au late game. Mais il y a juste des Ouais, match-ups où tu pourrais c'est considérer que vrai. tu es au late game avant. Genre, par exemple, Dash, Mm. qui a posé genre 3 ou 4 items sur les 5 premiers tours de jeu, pour moi, on est déjà en late C'est vrai. game, même si on n'a pas du tout fait un tour de deck. Après, c'est des cas un peu particuliers. Mais effectivement, de manière générale, Mais théoriquement, on peut Dash considérer devrait avoir. que. Ouais. Théoriquement, Dash devrait avoir accompli le fait d'avoir plein d'items en jeu à la fin de son premier cycle. Puisqu'elle utilise son Oui, premier cycle pour oui, mettre oui. des items et elle utilise le second pour te tuer avec. Mais Mm. peu importe, ce que je trouve cool, c'est de se dire que, comme on sait qu'on va voir toutes les cartes de notre deck au moins une fois, Fab, c'est le seul jeu dans lequel j'ai pas de mal à mettre des one-off. Genre à me dire, je vais jouer une Mm. carte en un exemplaire, mais c'est pas grave en fait, parce que cet exemplaire suffit là. Parce qu'en fait, il me suffit d'un seul pour faire ce que je veux avec, parce que je sais que Ouais. dans le cas où il sera pertinent, bah, en fait, c'est un cas où j'aurais aucune utilité d'en avoir plus. Et, Mm. euh, et ça, c'est surtout pour les cartes de side contre les decks plus lents, pour les decks contrôle, les decks fatigue, etc. etc. Mais je trouve ça cool en fait, d'avoir un jeu où tu peux te dire, bah, je vais mettre une carte en un exemplaire, et je sais que je vais l'avoir un moment, et je sais qu'elle Mm. va faire son travail. Et ça, je trouve que c'est vraiment super. Bah, Bon, c'est aussi ça qui fait l'intérêt de Flesh and Blood, effectivement. c'est vrai. C'est cette façon particulière d'appréhender le late game, d'y arriver, etc., qu'on ne retrouve pas forcément ou pas sous la même forme sur d'autres jeux. Mais, Mhm. euh, mais pour recentrer un peu sur le débat initial, je pense que du coup, on peut peut-être revenir un peu sur ce qu'on a commencé à discuter et à définir, mais pourquoi des decks ont envie d'aller au late game. Donc, comme je disais, il y a les points où c'est pour avancer une win condition de fatigue, d'autres où c'est pour avancer une win condition de setup et de board. Mais du coup, bah, ça va être. Enfin, le point suivant, je pense, c'est de voir que ça va aussi être lié à des gameplays, à des natures de héros et à des pools de cartes qui vont dans certains sens. Là où, par exemple, les classes Ninja ou Windblade, par exemple, sont plutôt axées aggro, parce qu'elles ont des cartes qui sont meilleures à être jouées en micro, parce qu'elles ont des cartes qui sont plus efficaces en offensif qu'en défensif, parce qu'il n'y a pas, en tout cas dans la plupart des cas, de stratégie réellement pertinente à mettre en place en allant au late game. Là où, par exemple, comme on le disait, Bravo, c'est un deck qui a envie d'aller au second cycle parce que si Bravo joue sur son premier cycle, ce qu'il est obligé de faire dans certains match-ups, il s'en Mhm. remet plus à la variance que lorsqu'il a stacké son deck. Et Mhm. du coup, il y a, en fait, par nature de certains decks, de comment ils jouent, de certaines cartes, de certaines classes, on va avoir des decks qui vont plus ou moins vouloir aller vers le late game et qui vont baser leur stratégie là-dessus en termes de deck building et de win condition. Et du coup, par exemple, lorsqu'on joue Dash, alors ça peut être soit à travers le sideboard, soit même quand on joue un Dash fatigue, on va considérer par exemple, ok, ma win condition, c'est de jouer pour un board d'item qui fait que mon adversaire ne pourra plus bloquer efficacement et va prendre des dégâts et mourir, ou va bloquer avec toute sa main à tous les tours et pas mourir, mais n'aura plus de cartes dans son deck, puisque moi je pitch pour attaquer et je ne dépense plus de cartes. Mhm. Et à partir du moment où on a cette stratégie-là, on va se poser la question de comment on arrive au late game. Et ça va être à travers des cartes défensives, notamment efficaces, dans la plupart des cas. Donc des cartes qui vont gagner des points de vie, des cartes qui vont défendre plus haut que la moyenne, des cartes qui vont permettre de recycler des choses si on perd des éléments clés de notre stratégie, comme Remembrance par exemple. Ou l'autre aspect,
qui des fois est intéressant aussi, ça va être des aspects de disruption. Et pour moi, J'allais il y le a dire, ces 2 éléments-là qui ouais. permettent d'accéder au late game. C'est soit de défendre beaucoup pour garder un pool d'HP suffisant pour pouvoir pivoter sur une stratégie de late game, soit d'être assez disruptif avec l'adversaire pour limiter l'impact de ses tours micro, ce que lui voudrait faire, et pour pouvoir mettre en place notre plan macro. Mais tu vois, t'as indiqué l'idée d'un tour pivot. En vrai, le tour pivot, euh, c'est, ça va souvent être. Alors, c'est pas le cas pour toutes les stratégies de late game, mais si on pense par exemple à Dash Pistol ou à Mhm. Bravo, etc., etc., en fait, s'ils défendent pendant toute la partie, c'est justement pour pouvoir faire ce tour pivot. Ouais. Et en vrai, le plus important dans ces cas-là, c'est si on joue ou qu'on l'affronte, c'est de se dire comment est-ce que je pivote. Genre, Dash, elle va pivoter parce qu'en fait, à un moment, elle va dire, bah, je convertis 3 bleus en 3 fois 4. C'est ça, c'est 3 fois 4 le max? Non, Euh, peut-être plus, parce que non, 3 c'est. fois 5 si t'as 3 purifiers. Ouais, mais t'as rarement 3 purifiers. T'en joues 2 en moyenne. En ce moment, les listes jouent beaucoup 3, mais Bon, alors dans ce ça cas-là, peut c'est dépendre des 3 fois match-ups. 5, mais Ça dépend dans des ce cas-là, match-ups et des listes, on va dire. transforme 3 bleus en 3 fois 5, du coup, c'est ça? Ouais, en 12 ou 15 dégâts, en gros. Bon, en tout cas, transforme pas mal de bleus en beaucoup d'attaques. Et en fait, genre, Dash, si elle fait ça, elle ne peut faire ça que si elle a réussi à gratter des points tout au long de la partie, avec des petits coups de pistolet par-ci par-là. Bravo, il va faire ça parce qu'à un moment, il va dire, bah, mon Crippling Crush, tu vas être obligé de le bloquer, donc en fait, tu vas mettre 4 cartes devant, ou alors il aura Dominate, et en fait, c'est un effet similaire. Mm. Et, en fait, je trouve ça important de se dire que c'est des decks qui, pendant toute la partie, vont subir d'une certaine manière, et qui en fait, à un moment, vont faire quelque chose qu'ils ont planifié ou non, pour devenir proactifs, là où ils ne l'étaient pas pendant toute la partie. Mm. Et je trouve ça intéressant comme réflexion. Parce que à l'inverse, Oldhim Fatigue ne veut jamais être proactif. Parce qu'il ne le sera jamais correctement, en fait. Genre, le maximum de la proactivité d'un Oldhim Fatigue, c'est de faire petit coup de marteau pour 4. Mm. Ouais, d'où le fait, ce qu'on disait au début, qu'il y a. En fait, arriver en late game ne veut pas dire la même chose pour tous les decks. Ouais. Et que, Et- effectivement, et selon la stratégie qu'on aborde, on va pas forcément tenter d'y aller de la même manière. Puisqu'on va avoir Et des armes après, différentes dans je notre trouve deck. ça aussi. En fait, ce qui est amusant, c'est que plus on en parle, plus je réfléchis justement au late game, à ceux qui changent en fonction des decks que j'ai joués et tout. Et, et en vrai, je trouve que un des late game les plus intéressants, parce qu'il est un peu, comment dire, parce qu'il est forcé, c'est le late game des decks aggro. Genre, pour ceux qui jouent des decks aggro et qui ont affronté des decks très lents, etc., ils comprendront peut-être ce dont je parle. C'est ce moment où on réfléchit sérieusement à jouer une carte rouge parce qu'on sait que si on la joue, on la reverra peut-être plus. Mm. Et se dire, mais est-ce que j'ai plus intérêt à la pitcher maintenant ou à la jouer maintenant? Et cette réflexion-là, je la trouve intéressante. Bon, Mais bon, est-ce que pardon. tu as une Non, dernière j'allais chose dire. à rajouter? Non, j'allais dire, je suis totalement d'accord. Je pense que les points principaux, c'est effectivement qu'il y a des decks dont la stratégie va se baser sur la volonté d'arriver à un endgame où on va essayer bah, justement de planifier des choses très en avance d'un côté macro pour arriver à un spot où on maîtrise totalement ce qui se passe et où notre micro est meilleur que celle de l'adversaire, que ce soit parce qu'il a tellement plus de menaces dans son deck qu'on peut bloquer sans prendre de dégâts et pour attaquer à notre tour, ou que ce soit parce que bah, maintenant on s'en remet plus à la variance de piocher 3 rouges, enfin 3 bleus, une rouge, et qu'on va juste enchaîner les grosses attaques disruptives avec Dominate pour tuer, ou que ce soit parce que maintenant on a plein d'items pistol et que on gagne parce qu'on est trop efficient avec notre main, etc. etc. Et du coup, voilà, je pense que c'est intéressant de connaître un peu ces stratégies, de s'y intéresser un peu, et effectivement de voir comment, en tant qu'adversaire de ces stratégies, on peut les battre. Et Ouais, ça, il va y avoir plusieurs réponses. Et je finirai là-dessus, mais par exemple, comme on le disait avec un deck comme Kano, ça va être contre certains de ces decks, bah, prouver une séquence
qui soit meilleure en fin de partie que la séquence proposée par l'adversaire en fin de partie. Ou alors avec d'autres decks, par exemple dans le match-up Bravo contre Dash, ça va être de menacer assez pour empêcher l'adversaire d'atteindre ce point de late game. Dans le cas des agros contre Hold'em qui tentent de block out, ça va être justement ce dont tu parlais qui est hyper intéressant, de conservation de menaces dans le deck pour ne pas s'essouffler trop vite et ne pas trop vite donner des tours faciles à bloquer à Hold'em. Et ça va aussi influencer sur des décisions pendant la partie, parce que par exemple, lorsqu'on affronte un deck fatigue, il s'agit plus d'essayer de push le maximum de dégâts à chaque tour, parce qu'on sait que de toute façon, il va pas bloquer et donc on veut faire la coupe. Mais des fois, par exemple, on va juste faire une attaque à 4 go again, et si le Hold'em n'a pas bloqué, on va peut-être se dire, ah bah je voulais en envoyer une autre, mais là j'ai mis 4 dégâts, si j'en envoie une autre, bah peut-être il va bloquer celle-là, bah je vais juste la garder pour plus tard. Là, j'ai déjà mis 4 dégâts, je suis très content. Et c'est des trucs qui vont rentrer en jeu et qui vont être hyper intéressants à jouer. Et moi, je trouve que ces match-up-là sont de manière générale assez intéressants à jouer, quel que soit le côté où on est, parce qu'effectivement, on sort de ce côté très micro, de juste, on regarde notre main et on voit ce qui fait, d'une certaine manière, presque la plus grande valeur mathématique. Alors, c'est pas toujours ça, parce que des fois, il y a la question des effets disruptifs, etc. évidemment. Mais globalement, on va regarder sa main et on va être ok, bah là, ma main, en attaque, elle peut faire 15. Si j'enlève une des cartes pour bloquer, elle fait toujours 14 et la carte, elle vaut 3 en défense. Donc, je vais faire 17. Donc, super. Et hop. Et on joue la main. Et on se préoccupe pas de ce qui arrivera dans 10 tours parce qu'on ne pense pas arriver dans 10 tours. Et du coup, on est juste en mode, bah, cette main-là, il faut que je la rentabilise maintenant parce que toutes les cartes que je n'utilise pas dans cette main maintenant sont perdues pour ce cycle de tours et ne me serviront pas plus tard. Et lorsqu'on sort de ce schéma-là pour rentrer dans un schéma où, ok, si j'utilise une carte maintenant, elle est perdue pour plus tard alors que je pourrais la revoir, là, on n'est plus du tout dans le même questionnement. Et là, que ce soit pour un deck aggro, pour des decks fatigue, pour des decks setup, etc., je trouve quelque chose qui peut être beaucoup plus intéressant à jouer, quel que soit le côté de la table où on est. Conclusion, se poser la question qu'est-ce qu'on fait à la fin d'une partie, c'est important. Et je vous invite à essayer d'y répondre. Mais sur ce, on va pouvoir passer à ma chronique. Oh, je m'introduis moi-même, c'est formidable. Oh, je voulais dire un truc d'ailleurs sur ta chronique. Ah ouais. Bah, alors déjà, attends, je vais la présenter. Non, vous savez que normalement, après notre sujet principal, je prends un moment pour vous présenter un deck, généralement de mon cru, avec des idées un petit peu originales, des trucs un petit peu différents, etc. Depuis que HP2 est sorti, et surtout que des decks de Blitz HP1 sont sortis, je me suis dit qu'il serait intéressant, pour les personnes qui nous écoutent et qui découvrent le jeu, ou se mettent au jeu, ou veulent découvrir de nouveaux héros, de leur proposer des améliorations, des upgrades de ces decks, avec en perspective le budget lié au fait de se mettre au jeu, et en fait des pistes d'amélioration pour aboutir le plus rapidement possible à un deck qu'on pourrait dire optimisé, viable en tournoi, etc. etc. Avant que je commence, qu'est-ce que tu voulais dire? Non, bah, c'était juste pour rappeler que a priori, sauf changement, ça va, entre gros guillemets, remplacer ta chronique, comme tu disais, de deck build funky pour les possiblement 6 épisodes à venir, puisqu'on va probablement faire les 6. Ouais. Je dis probablement parce que peut-être qu'on fera l'impasse sur Visceral, étant donné que c'est un deck qui est. Ok, et bah, ça marche. J'allais dire peut-être que voilà. C'est pour ça que je disais probablement, on ne sait pas encore tout à fait comment on va le faire, mais c'est effectivement quelque chose qu'on va faire de cette manière et que bah, du coup PDPU vous présentera dans les prochaines semaines et qu'on fera avec chacun des decks pour les nouveaux joueurs, effectivement. Je pense, on peut le dire pour les gens qui nous écoutent, et notamment les nouveaux joueurs, que, alors là, c'est sous forme de chronique, donc ça va être plus succinct, mais on a a priori, on ne sait pas exactement quand ça va sortir, parce qu'il faut qu'on trouve le temps, mais PDPU, peut-être que Otal ou moi, on l'accompagnera, mais peut-être qu'il sera tout seul, va essayer de faire, avec l'aide de Knight à la régie, une vidéo un peu plus poussée et un peu plus, comment dire, avec un peu plus d'informations dedans,
sur justement ce côté acheter le Blitz deck, comment l'upgrade dans un budget, peut-être comment l'upgrade avec encore plus de budget, qui est un concept qu'on retrouve sur beaucoup de TCG et qui est assez sympa pour les nouveaux joueurs. Parce C'est vrai. qu'effectivement, le Blitz deck en tant que tel, il est intéressant, mais il va pas forcément vous permettre de faire les games meilleurs. Mais il suffit de pas grand-chose, qui est pas forcément évident quand on connaît pas encore. Et du coup, voilà, donc on aura par ailleurs probablement, en plus de ces chroniques qui vont arriver dans chaque épisode pendant nos prochains podcasts hebdomadaires, il y aura a priori une ou plusieurs vidéos hors sujet qui vous seront présentées par PDPU, qui sortiront dans un futur assez proche. Oui. Voilà. Et sur ce, je vais vous parler du deck de Bravo. Alors, bah là, je vous la présente pas parce qu'elle n'est pas très intéressante, mais vous pourrez retrouver la liste basique du deck, soit en l'ayant entre vos mains, soit en la cherchant un petit peu sur Internet. Ce qui est bien, c'est que c'est un héros qui est assez basique, Bravo, dans le sens où il va vouloir jouer son second cycle, optimiser son arme, mettre des grosses patates, et idéalement avec des Onites. Du coup, il était assez facile d'élaguer ce qui traîne dans la liste du deck de Blitz pour mettre des cartes plus pertinentes. Donc par exemple, je vais faire l'appel des cartes que j'ai enlevées du deck. Cartilage Crush rouge, Cartilage Crush jaune, Crush Confidence rouge, Crush Confidence jaune, Debilitate rouge, Debilitate jaune, Sump rouge. Ils avaient mis un sacré paquet de cartes pas très bien dans le deck de base. Hein. Rally the Rear Guard et Slogism bleu. Enfin voilà. J'ai enlevé quelques cartes pour recentrer un petit peu plus le deck autour des mécaniques qui marchent, des ratios de couleurs, de défense, etc. qui sont plus pertinents. Notez que la version qui est là, qui du coup s'appelle Blitz Precon Upgraded, c'est une version qui prend en compte le prix des cartes. Et vraiment, l'idée, ça a été d'améliorer le deck avec uniquement des rares et parfois des super, et une légendaire. Et essayer de trouver la légendaire la plus importante pour que le deck soit plus pertinent. On a de la chance en ce moment, et profitez-en si ça vous intéresse. Tectonic Plating n'est pas cher du tout. Elle est à une trentaine d'euros à peine, donc moi qui me souviens avoir acheté la mienne 120 euros, ça fait mal au cœur, mais ce sont des choses qui arrivent. Mais c'est bien pour les Euh, nouveaux joueurs. mais ouais, clairement, On profitez-en. est Mais content du coup, pour ça eux. veut dire que cette version-là du deck, en fait, vous coûtera quasiment rien, parce qu'en fait, l'intégralité des cartes que j'ai rajoutées, c'est des rares ou des communes, et il y a une super dedans, je passerai dessus rapidement. Du coup, le deck, après avoir élagué les quelques cartes qui n'ont pas d'intérêt, s'est recentré autour des rouges pertinentes et des bleues pertinentes. Normalement, Bravo, c'est un deck qui joue des cartes que je vous présenterai plus tard, qui accorde de l'importance à l'attaque des bleus que vous avez dans votre deck. Là, ce qui est bien, c'est que comme on ne joue pas ces cartes-là parce qu'elles coûtent un petit peu cher, on peut avoir un package de bleus qui est un petit peu plus diversifié avec des Embolden, des Blessing of Deliverance et des Emerging Dominance. De manière générale, c'est des bleus qui vont avoir un effet un petit peu plus intéressant qu'être juste des attaques. Il y a aussi Showtime qui est une aura. De manière générale, chez les gardiens, il y a un petit sous-thème aura qu'on utilise. Mais sinon, le deck, c'est des grosses patates rouges, Macho Grande rouge, c'est comme ça, hein, vraiment. Euh, 7 pour 10 dominate, c'est C'est beaucoup de parfait. dégâts. Exactement ce qu'on veut. Et voilà. Donc ça, c'est les cartes et la version du deck que je vous conseillerais de viser au plus vite si vous venez d'acheter le préconstruit. Ce qui est bien, c'est que toutes les cartes que je vous présente là, c'est des cartes que vous pourrez trouver dans HP1 ou HP2. Et plus dans HP1 d'ailleurs que dans HP2. Ou alors ce sont des cartes que les gens de la communauté seraient prêts à vous céder si vous leur demandez gentiment. J'ai aussi ajusté un petit peu les équipements pour réparer le fait que tous les héros aient de l'arcane barrière de base sans avoir de side. Donc bah le deck a maintenant un bon torse, de bonnes jambes et nulle rune en side. Et du coup, je vais demander à mon cher Knight à la régie de présenter l'autre liste que je lui ai envoyée. Alors l'autre liste que je lui ai envoyée, c'est la liste des cartes que je vous invite à acheter si vous voulez aller plus loin avec Bravo. Alors ça va être quasiment que des cartes, soit des Majestiques, soit des légendaires, soit des cartes qui coûtent un petit peu d'argent, ou qui en fait s'inscrivent dans une logique différente avec le héros. Donc vous avez la première carte que je vous conseille d'acheter, vraiment, s'il y en a une à acheter, c'est celle-ci, c'est Crippling Crush. Parce qu'il y a marqué 11 défausse 2 cartes et il y a un moustachu qui perd sa chemise.
Voilà, c'est l'argument principal. Crippling Voilà. Crush, ça va être la carte clé du deck. C'est pas pour rien que c'est une spécialisation. Ça fait partie des cartes les plus importantes de Bravo. Et c'est une carte qui s'inscrit très bien dans la. Enfin, dans tout en fait. Genre, Crippling Crush, c'est parfait. Avec un Seismic Surge, c'est trop bien. Quand on lui met Dominate, c'est trop bien. Enfin, bon, passons. Dans la même veine, vous avez Spinal Crush, qui est très important. Vous aurez aussi Tear Asunder. Et ensuite, toutes les autres cartes, de mon point de vue, sont à peu près sur le même niveau de priorité. Mais vous avez Rouse the Ancients et Zilus Belting, qui s'accompagnent de Cranial Crush, mais aussi du Pulverize. De manière générale, considérez que les cartes les plus importantes à acheter, ce sera Crippling Crush, puis Spinal, puis Tear Asunder, et qu'ensuite, vous pourrez vous orienter vers les Rouse the Ancients, les Pulverize, Zilus Belting, Cranial Crush, et enfin, vous avez toutes les autres cartes, qui sont des cartes intéressantes à avoir, importantes, mais qui ne sont pas nécessaires d'une certaine manière. Vous avez les Command and Conquer, vous avez un Tome of Yandal, une Remembrance éventuellement, et surtout l'équipement. Euh, le meilleur casque pour Bravo, c'est Crown of Providence, qui est une amélioration directe de Helm of Season Peak d'une certaine manière. Les gants, Goliath Gauntlet, c'est bien, mais Craterfist, c'est mieux parce que ça fait gagner 3 points de vie. Et en alternative pertinente à Crown of Providence, l'Arcanite Skullcap est très bien. Ouais, Voilà. c'est ce que j'allais dire, c'est que il y a Elle honnêtement, est en side. ouais, alors pour plein de raisons, Chrono of Providence est considéré comme meilleur à l'heure actuelle, Mhm. et c'est Mais probablement vrai dans la plupart Arcanite des spots. se justifie Mais très bien. Arcanite était le meilleur headpiece pour beaucoup de héros avant que Chrono of Providence sorte. C'est toujours considéré comme un très bon headpiece à raison. Et en fait, je crois qu'on a perdu PDPU. PDPU est de retour. Mais du coup, effectivement, Skullcap, c'est un headpiece qui reste très bon. Et Mhm. surtout, je voyais des tweets justement aujourd'hui par rapport à ça. Skullcap, avec en plus sa reprint dans HP2, puisqu'il me semble qu'il est reprint. Au Oui, final, ça on vaut en doutait, rien. mais voilà. Ça vaut rien. Il est à genre 50 et il va potentiellement baisser encore. Ce qui reste, attention, on est d'accord, ça reste une somme pour une carte, bien sûr. Mais on le Mais je répète, les considère. TCG, Ouais. c'est quand même des hobbies qui sont chers. Et si 50 euros pour une très bonne carte qui augmente beaucoup la capacité de votre deck, etc., ou la stratégie de votre deck, vous fait peur, sachant qu'il n'y en a pas non plus tant que ça à 50 euros à acheter, hein. Le reste de la Il y en a plupart des qu'une cartes ne seule. vaut pas cette somme-là, Mhm. bah peut-être que le TCG a un niveau plus compétitif et pas forcément un hobby qui est le mieux pour vous. Mais en tout cas, Skullcap, ce qui est bien, c'est qu'actuellement ça vaut une cinquantaine d'euros. Là où Chrono of Providence vaut quasiment 200 balles. Ouais, ouais. Du coup, même Et si c'est Chrono pour of ça Providence est que. probablement meilleur, C'est d'un pour point ça de que vue un peu budget, voilà. je l'ai listé dans le sideboard, parce que Ouais, si j'avais un casque à conseiller à acheter, ce serait Crown of Providence. Mais l'alternative budget la plus pertinente, c'est Arcanite Skullcap. Parce que c'est très très bien pour le deck. bah disons que tout le deck et tout le reste des cartes vaut à peu près Chrono of Providence. Ouais, c'est pour Et du ça. coup, et du coup en soi, par exemple, En vrai, imaginons que vous avez genre 200 le euros à double mettre. Command and Conquer, le double de Command and Conquer, ça fait mal quand même, hein. Bah, ça fait quoi, du 80 euros à peu près les deux? Ah, bah non, c'est si bas que ça. Bah, avec les reprints, oui, hein, je crois. Mais en tout cas, Ah bref, ouais. sans rentrer dans les détails parce que j'ai pas le prix exact. Disons que si Chrono of Providence vaut à peu près 200 euros, c'est potentiellement. Voilà. Bah, entre acheter Chrono of Providence et entre acheter Le Skullcap et reste, le reste du deck, ouais, c'est probablement privilégier mieux Skullcap. d'acheter Skullcap et le reste du deck, Ouais, bien sûr. évidemment. Maintenant, voilà, si vous avez 200 euros, c'est peut-être mieux d'acheter tout le reste et Skullcap. Si vous avez 300 ou 400 euros à mettre, effectivement, acheter directement Chrono of Providence et le reste du deck, ce sera mieux. Donc, c'est aussi par niveau de budget et faire des paliers en quelque sorte d'amélioration. Comme tu le disais, sur le fait que Crippling, qui n'est pas une carte très chère, est bien plus importante à acheter que Command and Conquer. Et Oui. bah, c'est super cool parce que Crippling, c'est une carte qui doit valoir 2 ou 3 euros, là où Conquer en vaut Ouais, 40. Donc ça tombe clairement. bien que ce soit le Crippling qu'il faut mieux acheter avant. Donc voilà, il y a des paliers d'amélioration qui sont à plusieurs niveaux de budget. Mais il y a vraiment des choses intéressantes à faire pour un budget qui est relativement faible, parce que, comme PDPU le disait, la plupart des cartes sont des rares euh, ou quelques Majestic pour les cartes que vous voyez à l'écran là pour YouTube, qui sont pas des plus chères du tout.
Et la légendaire vraiment la plus importante et qui est vraiment, on va dire, la légendaire qu'il faut acheter si vous voulez jouer Bravo, qui est Elle est Tectonic déjà dans le Plating, deck. vaut genre 30 Ouais. € actuellement. Et encore une fois, on le répète, 30 €, oui, ça reste une petite somme quand même, bien sûr. Et en même temps, 30 € pour une carte qui est aussi importante dans le deck et aussi forte dans le deck et dans le jeu, pour un TCG, c'est rien du tout. Enfin, C'est vrai. c'est à l'époque où la carte est sortie et où Bravo n'était pas spécialement plus fort ou plus méta que maintenant, parce que c'est toujours un très bon deck actuellement, la carte valait 120 €, 4 fois le prix actuel. Ça vous donne une idée. Donc, si vous avez 50 € à mettre et que vous voulez débuter le jeu et que vous aimez bien les gardiens et les grosses attaques, la présentation de PDQ est parfaite. Exactement. Et sur ce, Voilà. on passe à ton point règle. Ah Fais-nous oui, rêver. faut que je m'en Eh, souvienne parce que transition rapide. Hop en là! fait, alors, disclaimer au cas où je dise des bêtises ou je fasse Non, mais je te des corrigerai, bêtises. je te corrigerai si tu fais n'importe Alors, quoi. c'est plus par rapport à l'ordre dans lequel Nightcrash va afficher les cartes et tout pour YouTube, parce qu'il faut savoir que ce point règle, Ça accuse j'y la ai régie. pensé. Non, ça m'accuse moi. En fait, j'ai pensé à ce point règle et j'ai envoyé toutes les infos à Nightcrash qu'il a super bien préparé il y a genre 4 semaines. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis, on a fait des épisodes très longs. Et du coup, à chaque fois, je disais, bah, on va pas faire le point règle parce qu'on a déjà un épisode qui dure. Et la semaine dernière, l'épisode était plus court, mais j'étais pas là. Du coup, on a fait, bon. Donc, pardon. Comme là, on se retrouve à nouveau sur un format qui normalement devrait être un peu plus. Et que on est, bah, je suis de retour. J'ai dit, vas-y, on va faire ça parce que ça traînait dans le tiroir. L'idée du point règle que je vais expliquer là, c'est surtout pour une fois de plus, parce que je pense que c'est quelque chose qui est encore un peu mal compris par moment et qui est très important, c'est les différentes steps dans la combat chain et comment on peut jouer un peu avec les différents timings et pourquoi ils ont de l'importance. Alors du coup, l'exemple qu'on va prendre, c'est le premier, un exemple où Prism a déjà une carte dans la soul, c'est très important, et où le joueur avec Herald of Erudition en pitchant une carte bleue. Alors pourquoi une carte bleue? Parce que c'est important, puisque dans ce cas-là, comme on a du bleu en pitch, la capacité de Luminaris n'est pas active, et donc notre Herald of Erudition pour le moment n'a pas Go Again. Ok? Par contre, il a bien Dominate, et s'il touche, il pioche 2 cartes. Mais du coup, pourquoi c'est important? Et là, je fais une petite parenthèse pour aussi un truc un peu de stratégie. C'est qu'en fait, connaître ces timings-là et jouer avec est pertinent pour des fois bait l'adversaire ou l'outplay. Par exemple, dans ce cas-là, votre adversaire peut se dire ah bah l'Herald of Erudition n'ayant pas Go Again, c'est pas très grave s'il pioche 2 cartes parce qu'il pourra probablement rien en faire. Ça me coûterait très cher de le défendre. Sauf que du coup, s'il le défend pas et que avec l'Herald of Erudition, vous touchez, vous arrivez ensuite en Resolution Step, et en Resolution Step, le hit trigger de Herald of Erudition va se dire qu'il aura mis des dégâts. Et donc, il va y avoir un effet qui va se mettre en pile en résolution, qui est de mettre l'Herald of Erudition en et de piocher 2 cartes. D'accord? Si en réponse à cet effet-là, vous pitchez une carte jaune de votre main pour utiliser la ressource qu'il vous restait, plus la nouvelle ressource créée par le pitch, pour activer la capacité de prisme en instant, qui dit une fois par tour en instant, on peut payer 2 ressources, bannir une carte de Mob Soul et créer un Spectral Shield token. Donc vous faites ça en pitchant une jaune, et du coup, comme Luminaris check en permanence, Herald of Erudition acquiert maintenant Go Again. Ok, jusqu'ici tout le monde suit. On résout ensuite le hit effect, vous allez piocher 2 cartes, Herald of Erudition va aller en soul, et ensuite on va regarder en Link Step, qui est la phase juste après, et comme la carte n'est plus actuellement sur la combat chain, on va juste se dire, ok, on va utiliser ce qu'on appelle la last known information. C'est-à-dire la dernière fois qu'on a vu la carte sur la combat chain, est-ce que la carte avait Go Again? Eh bien oui, puisqu'on lui a donné Go Again en Resolution Step, en pitchant une jaune pour faire totalement autre chose, mais qui du coup lui a donné Go Again grâce à Luminary. Ce qui veut dire qu'en Link Step, même si l'Herald of Erudition n'est plus là, on va regagner un point d'action puisqu'il a acquéri le Go Again entre-temps. Le deuxième petit exemple que je veux faire, c'est l'exemple inverse où ça ne marcherait pas, c'est juste pour illustrer un tout petit peu aussi. Et en gros, alors,
pareil, là, je m'excuse d'avance pour les gens sur YouTube. Je ne sais plus si j'avais dit à Night de présenter la cible. Du coup, si c'est pas le cas, c'est pas du tout sa faute, c'est la mienne. Mais en gros, l'idée, c'est imaginez maintenant que vous n'avez pas cette carte en main quand vous attaquez avec les et que du coup, vous attaquez avec Herald of Erudition. Toujours pareil, vous avez une carte dans votre soul, vous avez un pitch bleu, donc l'Herald of Erudition n'a pas Go Again. Si vous attendez que le hit effect en resolution step se résolve, que l'Herald of Erudition aille en soul et que vous piochez 2 cartes, vous ne pouvez pas, même si vous restez en resolution step, même si vous ne passez pas encore en ligne, vous ne pouvez pas à ce moment-là utiliser une carte jaune que vous auriez piochée avec pour activer Prism dans le but de donner Go Again à l'Herald. Puisque en fait, vous allez pitcher une jaune, créer un Spectral Shield avec la capacité de Prism, sauf que dans ce cas-là, quand on va arriver en ligne, on utilisera encore une fois la Last Known Information, sauf que là, la dernière fois qu'Herald of Erudition était sur la chaîne, et donc la dernière information qu'on connaît de la carte, c'est qu'elle n'avait pas Go Again. Et du coup, vous ne pouvez pas utiliser les cartes que vous allez piocher avec l'Herald pour, entre guillemets, lui donner Go Again en pitchant ces cartes-là, puisqu'il sera en soul au moment où vous aurez pioché. Donc vous n'aurez pas de timing où vous pouvez pitcher la carte que vous piochez et où l'Herald of Erudition est encore sur la combat chain. Le raisonnement est... Si vous considérez par exemple que vous attaquez avec l'Herald of Erudition, que vous n'avez pas de carte dans votre soul, et que vous voulez attendre que l'Herald of Erudition aille en soul pour pouvoir activer la capacité de Prism en pitchant une jaune, bannir l'Herald of Erudition et créer un Spectral Shield. Là, pareil, ça ne fonctionnerait pas, puisque au moment où vous pitchez cette carte jaune, l'Herald of Erudition est déjà plus sur la chaîne, donc lorsqu'on arrive en link step, et qu'on utilise ce qu'on appelle la Last Known Information, donc la dernière information, c'est que le Herald of Erudition n'avait pas Go. Mais voilà, donc c'était pour illustrer, parce que c'est un trick très connu des joueurs de Prism et très utilisé à l'époque. Et du coup, c'était pour illustrer un peu à nouveau des questions de timing, qu'il y a des choses qu'on peut faire après les damages et qu'on peut pousser un peu l'adversaire de ce point de vue-là, mais que tout ne fonctionne pas non plus. Je me souviens avoir essayé de maroufler en faisant une bizarrerie à base de je donne Go Again à mon Herald avec les cartes que je pioche, et on m'a dit ça marche pas. Je fais merde, cette carte n'est pas aussi fort qu'on le dit. C'est pas vrai, elle est très bien. Elle est broken. Bon, sur ce, mon cher Croissant, on va pouvoir conclure. On va pouvoir dire merci aux gens de nous écouter. Au moment où on enregistre cet épisode, on était à 199 sur 200, donc on espère que cet épisode provoquera le passage au chiffre agréable. Voilà, moi je souhaite une bonne semaine, une bonne écoute et un bon week-end à ceux qui nous ont écoutés. J'ai une dernière petite annonce à faire, qui est que, du coup, on va, c'est juste un petit jeu pour nos auditeurs. On va, alors je sais pas à quel point les noms sont les mêmes sur Spotify et sur encore, etc. C'est les mêmes. Mais du coup, pour les gens qui nous répondront dans les commentaires YouTube ou sur notre Discord ou sur Twitter quelles sont les 2 références qu'on va cacher dans le titre de cet épisode et qui du coup nous expliqueront les références et pourquoi ce titre-là. Parmi les personnes qui trouveront, on fera un tirage au sort et on offrira à cette personne un Spider's Bite Coilfoil qui est parmi les 2 que j'ai gagnés en Armory ce mois-ci. Du coup voilà, donc une petite promo Coilfoil d'Armory. C'est parce qu'on n'a pas fait un cours depuis la fois où on a atteint les 100 abonnés, je crois, et ça avait plu. Moi, je trouve que c'est toujours sympa les concours. Quand j'écoute une chaîne régulièrement pour d'autres contenus, j'aime bien quand il y a des concours pour remercier un peu les gens qui sont là régulièrement. Et du coup, voilà. Donc, on va faire ça pour vous remercier d'être là à chaque fois. D'écouter l'épisode jusqu'au bout aussi, parce que du coup, si vous n'écoutez pas jusqu'à maintenant, vous ne saurez pas qu'il y a ce petit concours. C'est aussi pour ça que j'en ai pas parlé au début, c'est fait exprès. Mais du coup, voilà. Donc n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires ce que vous pensez, et puis on fera un tirage au sort probablement, je sais pas, dans la semaine qui suivra la sortie de l'épisode, je suppose. Oui, quelque chose comme ça. Pour choisir un gagnant ou une gagnante, et on vous enverra la carte comme on avait fait la dernière fois. Voilà.
Sur ce, à la prochaine. Sur ce, bon dimanche, bonne écoute à vous et à la semaine prochaine.